Bonjour à tous, je suis Soukaina Gutiérrez, artisane maroquinière et maintenant je suis aussi podcasteuse. Je suis passionnée par l'univers du luxe et de l'artisanat d'art. J'ai donc décidé, à travers ce podcast, de vous partager les expériences de personnes exceptionnelles que j'ai la chance de rencontrer. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Grégory Balédier. Grégory est directeur marketing digital du groupe Desange. Le groupe Desange, c'est 3 marques, Desange, Camille Alban et Phytodes. C'est plus de 20 000 professionnels à travers le monde et plus de 230 000 clients qui franchissent chaque jour la porte d'un des salons de beauté du groupe. Dans cet épisode, vous découvrirez et comprendrez comment on construit une stratégie digitale au sein d'un groupe de luxe. Grégory nous parle de la difficulté à entamer un virage digital et à faire adhérer une culture digitale dans un groupe dont un des pôles d'activité principale est la franchise. On aborde également le sujet des DNVB, Digital Native Vertical Brand, sujet en vogue en ce moment. Enfin, à la fin de l'épisode, Grégory nous donne sa propre définition du luxe. J'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer Grégory, j'espère que vous en prendrez autant à l'écouter. Avant de céder ma place à Grégory, je tenais à vous dire merci. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Luxe et Artisanat. Merci de m'écrire et de m'encourager à continuer le projet. Si vous aussi, vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, il suffit d'aller sur Apple Podcasts ou iTunes et d'y laisser quelques étoiles, de préférence 5 étoiles. Vous pouvez également écrire un petit commentaire. Noter le podcast sur iTunes et le commenter est un des moyens les plus efficaces pour m'aider à faire connaître le podcast. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez le faire sur le blog du podcast luxeetartisanat.fr tout attaché ou sur Instagram à @luxeetartisanat tout attaché. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec Grégory. Bonne écoute. Bonjour Grégory. Bonjour Soukaina. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Merci, à toi. Alors, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, donc Grégory Balédier, je suis en charge de tout le digital pour le groupe Desange International. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai intégré le groupe. Le groupe Desange International, c'est d'abord plus de 20 000 professionnels à travers le monde. C'est 400 salons avec la marque Desange et Camille Alban. Desange est plutôt positionné luxe haut de gamme. C'est une marque qui existe depuis 65 ans maintenant. Camille Alban est plutôt positionné haut de gamme par rapport à Desange, qui a été fondée en 1994. Avec une autre marque Phytodes, qui est une marque de produits distribués dans les salons, qui est une marque vraiment qui allie les bienfaits de la nature et l'expertise de la coiffure. Et aujourd'hui, on a vraiment 3 pôles d'activité au sein du groupe Desange International. On a la franchise avec les marques Desange, Camille Alban et Fantastic Sam qui sont uniquement aux États-Unis. Les produits de distribution avec Phytodes, puis les produits de chaque marque, Desange et Camille Alban, et des licences avec l'ASCAD sur Desange compétences professionnelles. Et aujourd'hui, un chiffre qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près 230 000 clients qui franchissent chaque jour la porte d'un des salons de beauté du groupe. Ok, très intéressant le chiffre aussi parce que c'est un gros chiffre et je t'avouerai que je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de clients qui franchissaient du coup chaque jour les portes des salons. Donc du coup, toi, tu es directeur donc, du marketing digital du groupe Desange, dont la très grande majeure partie en fait, de l'activité, ça reste de la prestation de services, on est bien d'accord avec les salons. Donc du coup, en fait, moi, alors j'ai 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qu'apporte le digital, le marketing digital en fait pour un salon de coiffure. Et la deuxième question, qui est plus du coup en rapport avec le groupe Desange et le digital, c'est est-ce que tu pourrais raconter un peu quand
et comment est-ce que le groupe de Sange a entamé en fait le virage digital. Comment est-ce que ça s'est fait et aussi quand est-ce que ça s'est fait pour situer un petit peu. La digitalisation du groupe, elle a été faite, moi je suis arrivé il y a 5 ans, il y avait bien entendu déjà des sites qui existaient, des sites institutionnels, des sites de marque, un site e-commerce pour la marque de Sange et également des sites salons pour les franchisés, puisque de Sange comme Camille Alban, c'est un réseau de franchisés indépendants. Donc on leur met à disposition des outils. L'avantage c'est que justement il existait déjà quelque chose qui avait été fait. Il n'existait pas de cellules et de BU digital quand moi je suis arrivé. On m'a fait venir justement pour développer vraiment et entamer une transformation digitale au sein du groupe. Moi, le premier travail, ça a été bien entendu d'auditer un peu tout ce qui se faisait au sein du groupe, tous les outils qu'on mettait à disposition, et puis de les faire évoluer pour justement prendre le virage du digital pour les salons de coiffure, puisque c'est d'abord et avant tout des artisans, des artistes. C'est pas du tout des marketeurs, c'est pas du tout technique. Ils utilisent à titre perso, bien entendu, Facebook, Instagram, mais c'est à titre personnel et du coup le switch vers l'utilisation professionnelle est assez compliqué. Donc il a fallu les écouter, comprendre un peu leurs besoins pour ensuite adapter et mettre en place une stratégie complète digitale, donc par la refonte de tout l'écosystème, la mise en place de plateformes de marque, la mise en place de sites e-commerce vraiment optimisés mobiles, et puis des sites salons qui soient vraiment aujourd'hui la vitrine digitale justement de ces franchisés et de ces salons de coiffure. C'est vraiment là-dessus, et la présence bien entendu sur les réseaux sociaux où c'est pas le tout de mettre en place tout ça, il faut que derrière le réseau adhère. Pour ça, nous, marketeurs, on pense que ça va se faire en 2 secondes, mais pas du tout. Ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu énormément évangéliser. On a mis en place pas mal d'ateliers et de formations, justement, pour leur faire comprendre l'intérêt d'être aujourd'hui sur le digital, de pouvoir communiquer, et puis surtout l'art et la manière de communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne s'adresse pas à une cible de cliente de Sange positionnée luxe comme à ses amis ou n'importe quelle autre société. Donc c'est toutes ces formations qu'on a mis en place et qui ont peu à peu permis justement d'avoir aujourd'hui on peut dire un véritable empire digital et surtout une visibilité des marques et des salons sur le digital en France et à l'export qui est vraiment très très développé et très optimisé. Ok. Alors moi, ce que je trouve hyper intéressant, parce que du coup, donc je suis allée voir un petit peu ce que vous faisiez bien évidemment sur Internet, et il y a vraiment il y a vraiment un côté très local en fait. C'est-à-dire que il y a une page Facebook qui est dédiée pour quasiment chaque salon. C'est-à-dire que toi, quand tu es arrivé, t'as pas eu cette volonté de vraiment un petit peu peut-être un peu centraliser un peu le tout. Parce que du coup, avec ce côté très local, il y a vraiment une proximité qui est gardée, du coup, je suppose, entre le salon et la clientèle, dans la ville en fait, dans laquelle se trouve le salon. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, tu as parlé de la formation. Je pense que la formation, ça doit être une énorme partie de votre travail, étant donné que vous devez vraiment former. Enfin, chaque salon, c'est énorme. Alors, c'est énorme. L'intérêt, si tu veux, quand moi je suis arrivé, il existait une page Facebook à l'époque, donc il y a 5 ans, et on sait, toi comme moi, que ça évolue très rapidement, les réseaux sociaux. À l'époque, quand moi je suis arrivé, les franchisés, le groupe avait pris l'option de ne pas autoriser les franchisés locaux à être présents sur Facebook. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient tout et n'importe quoi. Certains voulaient être en avance. Comme dans tout réseau, tu as les early adopters, les suiveurs et ceux qui définitivement ne viendront jamais. Et aujourd'hui, ça représente peut-être 2%. Et il y en a encore, des irréductibles qui disent « moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me rapporte rien ». Ils n'ont rien compris, mais tant pis pour eux. Et du coup, nous, la strate au départ, elle était d'abord développer la visibilité nationale par justement des
les outils pour la marque sur les réseaux sociaux, une page, des comptes vraiment dédiés au niveau national. Et puis peu à peu, on s'est rendu compte que si on formait justement correctement ces franchisés sur comment exploiter les réseaux sociaux, le contenu local aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux. Tu parles dans ton podcast de luxe et d'artisanat. Pour moi, le luxe, ça en fait partie. C'est une relation privilégiée. Donc, quand toi, tu es cliente, que tu viens dans un salon de Sange ou Camille Alban, tu dois vivre une expérience. Parce que le luxe, c'est avant tout une expérience. Tu dois créer de l'enchantement et c'est ce qu'on fait, nous, dans nos salons au quotidien. Et cette expérience et cette relation privilégiée et personnalisée, tu dois la retrouver aussi en dehors du salon, donc via justement tous ces outils. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va les former et aujourd'hui, ce qu'on appelle le local content, c'est ce qui fonctionne le mieux et on leur dit. Donc nous, on a mis en place un outil qui permet de diffuser sur toutes les pages. Chaque franchisé a une page Facebook et un compte Instagram. On diffuse tout le contenu national sur notre page, bien entendu, de Sange Paris et Camille Alban, mais également dispatché sur toutes les pages. Donc on a démultiplié notre visibilité. On a perdu un peu en engagement, mais on a démultiplié la visibilité. Et nous, on les forme en disant le contenu local. Typiquement, c'est des avant-après de vos clientes. Elles vont s'identifier et s'abonner à votre page. Elles vont partager et du coup, leurs réseaux vont voir justement les réalisations et se dire ça vaut le coup, moi ça m'intéresse, c'est super, tu as un super balayage, une super tresse, donc je vais y aller. Et aujourd'hui, on les incite vraiment à faire ça. Et on a mis en place cet outil pour leur dire, concentrez-vous sur du contenu local, mettez en avant vos collaborateurs, parce que c'est eux qui sont l'âme du salon, c'est vous, c'est l'expertise de Sange et Camille Alban, mais c'est d'abord vos collaborateurs. Parce que la relation aujourd'hui, principalement, c'est 80% de femmes dans les salons et à peu près 20% d'hommes, enfin même un peu moins, mais aujourd'hui, on le sait très bien, une femme qui va dans un salon de coiffure, elle a une relation plus avec son coiffeur qu'avec la marque. Et du coup, cette relation qu'elle a, il faut l'exploiter, s'en servir, et également en dehors. Donc la suivre aussi sur les réseaux et lui montrer que voilà, le luxe, c'est ça, c'est de suivre un peu partout ce que vous faites parce que vous venez pour un moment de détente, mais également pour profiter aussi de l'expertise luxe de nos salons de coiffure. Ok. Du coup, tu viens de dire, en fait, là, tu as dit tout à l'heure que du coup, vous avez perdu un petit peu en engagement en démultipliant toutes les plateformes sur lesquelles, en fait, les clients pouvaient interagir, etc. Comment est-ce que vous faites pour exploiter toute cette data, toute cette donnée qui est du coup dispatchée un peu partout? Comment est-ce que vous arrivez en fait à exploiter toute cette donnée? Est-ce que vous avez un outil qui vous permet de tout agréger au même endroit? Est-ce qu'au final c'est une donnée dont vous vous servez pas en fait? Comment ça se passe avec tout ça? Étant donné qu'on est dans un réseau de franchisés indépendants, ça veut dire que la base de données client, elle appartient aux franchisés, elle appartient pas au groupe, elle appartient aux franchisés. Et ça, c'est très important. C'est en même temps très complexe parce que du coup, on a dû les sensibiliser quand on a mis en place un outil de fidélisation et d'acquisition avec Wallet. On a dû les sensibiliser à l'exploitation de leurs données en leur disant, nous, on va mettre en place un outil qui va vous automatiser tout le marketing et qui va vous vraiment simplifier la vie. Par contre, on a besoin de vos données pour ça. Bien entendu, en aucun cas, on va exploiter vos données autrement que pour votre salon. Donc, toute cette donnée-là, qui est la donnée client sur, quand tu viens dans un salon, ton nom, ton prénom, ton 06, mais également les prestations que tu as pu faire, ça appartient au salon. Et nous, on va mettre en place des algorithmes pour justement, dans la fidélisation, optimiser ce parcours client et tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ça c'est plus au salon. On va lui expliquer justement en lui mettant à dispo des outils, typiquement des packs géolocalisés pour aller faire de l'acquisition pour sa page Facebook, mais également pour créer du trafic dans son salon et également via des outils en remarketing sur les sites salon, c'est-à-dire que chaque personne qui vient sur le site salon, potentiellement sur Facebook, elle pourra avoir une pub de son salon pour mettre en avant une expertise ou un nouveau service. Donc on va exploiter ça comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit d'exploiter à titre franchiseur la donnée du franchisé. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui le nerf de la guerre. Donc on leur explique l'intérêt.
aujourd'hui que s'ils nous ouvrent leur base de données, on va pouvoir nous vraiment mettre en avant au service de son salon et pas au service du groupe, mais en même temps c'est la visibilité de la marque, donc au global aussi. C'est vraiment ce double jeu qui a été très compliqué à mettre en place et à leur faire comprendre. Et aujourd'hui, Wallet, qui est notre programme de fidélité sur mobile, aujourd'hui on peut dire qu'on a 50% à peu près du réseau qui a adhéré, hein, puisque chaque fois qu'on met en place une action marketing, il y a deux possibilités. Soit on prend tout en charge et on le déploie au niveau national, soit derrière, on leur vend des prestations. Et du coup, il faut adhérer. Il faut qu'il y ait un maximum d'adhésion à ce programme pour que derrière, ça puisse fonctionner correctement et qu'il y ait une vraie homogénéité au niveau national, puisque Wallet, c'est qu'au niveau national et pas au niveau mondial. Donc, c'est ça qui est vraiment assez compliqué. Mais derrière, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, la formation, c'est aujourd'hui hyper important et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de séminaires régionaux pour expliquer la donnée aujourd'hui, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, à titre personnel, ils utilisent ça, ils reçoivent des informations de marques auxquelles ils sont abonnés et qu'ils sont vraiment sensibles et qu'il faut se mettre à la place du client. Et là, ils comprennent beaucoup plus facilement que du marketing personnalisé, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir un mailing ou un SMS global. Par contre, si derrière, on sait que la cliente, elle a l'habitude de faire 2 balayages ou 3 par an, derrière, nous, on va essayer d'aller chercher le 4e parce que c'est du personnalisé. Et tout ça, les taux de retour de transfo sont assez impressionnants dès qu'on fait justement de la personnalisation. Et ça a été assez long. On a pris notre bâton de pèlerin dans toutes les régions, monté des ateliers, mais derrière, c'est assez efficace. Et aujourd'hui, on peut dire que vraiment, le digital est vraiment installé. Ils ont compris l'intérêt. Là où c'est de plus en plus compliqué, c'est que les plateformes évoluent en permanence. Donc, il faut leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a 2 ans, quand tu publiais, tu avais 10% de reach. Aujourd'hui, on est plutôt à 5%. Donc, il faut aller faire du post-sponsor, mais pas n'importe comment. Que nous, on est là pour les accompagner. Et ils comprennent. Et surtout, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est pas forcément que tu as fait 10 000 impressions dans ta ville ou autre. Ce qu'ils veulent voir, c'est combien tu peux ramener de nouvelles clientes dans le salon. Et ça, concrètement, c'est l'intérêt aussi. C'est qu'ils le voient et derrière, tout est traqué. C'est l'intérêt du digital. C'est que nous, on est aussi capable de leur dire, voilà, l'OP qu'on t'a monté en pack géologue, et aujourd'hui, ça t'a permis de ramener 15 nouvelles clientes à autant de fiches moyennes. Donc, derrière, ton ROI est très positif. C'est des termes très marketing pour nous, pour eux, pardon. Mais derrière, il faut aussi, et ça c'est vraiment aussi très important, c'est de savoir démocratiser le digital auprès de ces populations parce que ce n'est pas du tout leur métier. Mais si c'est bien fait, derrière, tu as une adhésion et derrière, ça permet de démultiplier les projets marketing. Ok, alors on en a un petit peu parlé, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, tu as donné le sexe en fait des clients. Moi j'aimerais savoir qui sont les clients qui vont chez Desange, si tu pouvais... Le cœur de cible, on va dire, c'est plutôt du 35-55. Ça, c'est le cœur de cible. On essaye, nous, et chez Camille Alban, c'est un petit peu plus jeune, mais on va dire plutôt 25-45. L'objectif, bien entendu, c'est d'essayer de rajeunir tout ça. Avec une marque comme Desange, c'est un peu plus facile parce que tu as la notoriété, c'est 65 ans. Desange, c'est un storytelling assez impressionnant. C'est le Festival de Cannes, c'est Brigitte Bardot. Enfin, il y a beaucoup d'histoires et de storytelling super intéressants à raconter et qui plaît. Et je te parle de Cannes, nous, ça fait 30 ans qu'on est le coiffeur officiel. On vient de terminer la dernière édition qui a été vraiment un très bel événement où on a coiffé énormément de personnes, de stars, de mannequins, donc ça c'était super. Ça participe au storytelling parce que tout le contenu qui est produit sur place par Claire qui descend, par l'équipe comme aussi, ça permet justement d'utiliser ce contenu sur nos réseaux, mais sur les réseaux des franchisés, d'organiser des concours aussi dans les salons. Tu vois, il y a un kit qu'on envoie avec un photocall, un siège, et eux, ils font participer leurs clientes en se prenant pour une star devant le photocall pour Cannes. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'objectif, c'est d'aller rajeunir. Mais d'aller rajeunir, c'est facile comme ça, mais assez compliqué parce que
tu es dans le luxe, donc tout le monde ne peut pas justement aller se payer des prestations dans les salons. Donc nous, on essaye d'aller chercher toute cette population, un peu toute cette génération Z ou millennials sur les réseaux sociaux. On a des outils, on a mis en place beaucoup d'outils d'écoute et de benchmark bien sûr, mais qui nous permettent d'avoir énormément d'insights. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de détecter, si toi tu publies sur Instagram ou Facebook, tiens, demain j'ai rendez-vous chez Desange, regardez, c'est ma tête d'aujourd'hui, mais demain elle va changer. Nous, on est capable, parce qu'on a des remontées, on t'écoute, on détecte ça, on vient poster un petit message, super, vous allez dans quel salon, on espère que vous avez passé un super moment d'enchantement. Donc là, déjà, on l'a détecté. Si c'est une nouvelle cliente, elle se dit waouh, c'est super parce que Desange déjà vient me chercher et j'ai déjà un deuxième contact puisqu'elle a eu le premier dans le salon. Et ensuite, elle va aller dans le salon, elle va poster 2-3 photos. En moyenne, une cliente, elle passe 2h30 dans nos salons. Donc, c'est assez énorme. Il faut que ces 2h30, ce soit un super moment, un moment de détente. Pour ça, bien entendu, tu as l'expertise des coiffeurs. Mais tu as aussi des sièges massants. Tu vois, au shampoing, il y a des massages qui sont faits, des protocoles spécifiques. Tu as bien entendu des petites attentions, puisqu'on sait, si tu viens régulièrement, quel thé tu prends. Donc, on va te le proposer. Il y a des petits gâteaux, des cafés, enfin pas mal de petites attentions qui te permettent justement de te dire ça, c'est vraiment une expérience que je suis en train de vivre. Je suis contente de vivre cette expérience et de vivre ce rêve et ce moment d'enchantement. Et c'est grâce justement au luxe et à Desange que tu peux vivre ça. Et après, donc nous, on va les détecter comme ça et on va leur faire des offres spécifiques pour ces clientes-là, les moins de 25 ans, pour essayer de les ramener en salon. Et que, comme toute marque de luxe, l'idée, c'est de les fidéliser sur du long terme pour que tu viennes régulièrement chez nous via justement du marketing personnalisé. Et chez Camille Alban, c'est un peu le même principe. La marque a moins de notoriété puisque c'est une marque qui est née en 94, mais par contre c'est une marque qui se veut un peu plus jeune, un peu plus connectée, sur lequel justement on va un peu plus encore faire attention à ce que tu peux poster et comment on peut aller te détecter et te proposer des offres personnalisées derrière. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Les hommes en font partie. Je te disais tout à l'heure c'est 20%, mais je crois que c'est plutôt aux alentours de 15%. On est en train vraiment, nous aussi, d'aller sur ces services un petit peu barbiers. On est en train de voir comment on peut essayer d'évoluer et de garder l'homme. L'intérêt de l'homme, c'est qu'il est beaucoup plus fidèle, qu'il vient beaucoup plus souvent qu'une femme. Donc derrière, si on arrive, nous, à le fidéliser et à lui faire vivre aussi c'est la même parenthèse, le même moment. Il ne reste pas 2h30, mais un peu moins. Mais par contre, il doit vivre exactement la même expérience. Que tu sois une femme ou un homme, l'expérience, elle est exactement la même quand tu viens dans un salon de Desange ou Camille Alban. Ouais. Ok. Et du coup, pendant ces 2h30-là, est-ce que les clients, ils ont cette tendance à poster pendant qu'ils sont en salon, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, est-ce que vous essayez d'inciter les clients à poster un petit peu, à parler de leur expérience pendant qu'ils sont en salon, ou c'est plutôt quelque chose qu'on va voir chez une clientèle avec d'une certaine tranche d'âge? Comment ça se passe en fait la digitalisation pendant l'expérience en fait? Justement, là, et c'est là où ça rejoint un peu ta question d'avant, c'est-à-dire que toute cette génération Z et millennium, ils sont à fond. Ils sont très fiers de dire auprès de leurs amis, auprès de leur communauté, je suis chez Desange, parce que c'est un univers de luxe, donc ils sont pas chez Cheap, mais ils sont chez Desange, donc c'est vraiment important. Et du coup, ils postent justement des photos des petites attentions, c'est-à-dire la petite tasse, le café, le thé, mais également aussi quand ils sont en train de se faire coiffer. Donc ces photos, elles sont pour moi assez hallucinantes parce que c'est un moment où quand tu es en train de faire ta colo, du coup tu as une tête qui ressemble pas à grand-chose, mais c'est toujours la même photo. C'est assez marrant, c'est toujours la photo devant le miroir où justement tu as tes mèches et tout ça, mais on voit pas encore le résultat. Elle poste pour dire ça y est, transformation en cours, bientôt le résultat. Et puis derrière, quand elles sortent, bien souvent
souvent, là c'est super contente du résultat, donc 99% des cas, parce qu'il y a toujours 1% qui est un peu mécontent. Et du coup, là, elle poste. Et c'est là où nous, on va venir l'écouter et puis lui dire c'est super, si vous avez vécu un super moment, n'hésitez pas à laisser un avis, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est la bataille des avis, elle est assez impressionnante et de plus en plus importante. Et c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, tu sais, quand tu cherches un hôtel ou un resto, tu vas d'abord consulter les avis, les positifs, mais tu vas aussi chercher le négatif parce que tu dis c'est trop louche. S'il y a 4,9 sur 5 et c'est bizarre qu'il y ait 0 avis négatif. Maintenant, ça a pas mal évolué, donc les arnaques, entre guillemets, les faux avis, ça a beaucoup baissé. Donc, les vrais avis aujourd'hui, les avis qui sont laissés, c'est hyper important et c'est ce qui permet aujourd'hui. On parlait d'aller chercher justement des nouvelles clientes. Cette génération-là, elle est hyper sensible à tout ça. Donc, elle va d'abord consulter, voir un petit peu. Elle cherche des requêtes sur lesquelles nous, on doit se positionner via les sites salons, via le site Instit, c'est coiffeurs luxe, géolocalisé. Donc, derrière, nous, on analyse tout ça avec tous les outils à dispo et on essaye d'apporter des réponses au sein du groupe en tant que franchiseur, mais comme on disait tout à l'heure, à former justement les salons, publier un max d'actu avec des mots-clés importants dedans pour vous justement qu'on puisse vous trouver vous et que vous puissiez vous démarquer de la concurrence en plus des avis, parce qu'aujourd'hui les avis, c'est aussi bien des groupes comme nous qui gérons tout ça, mais tu as des startups qui viennent se positionner. Tu vois, sur l'univers coiffure, je pense à Le Ciseau, je pense à Treatwell, qui viennent se positionner, qui lèvent des millions et qui derrière ont des budgets marketing monstrueux. Mais tu as aussi des indépendants. Et le petit indépendant, justement, qui lui est dans la même ville que toi, voire à 200 mètres de toi, lui, il va être beaucoup plus sensible à tout ça et il va faire aussi le nécessaire. Donc si lui et les groupes, les startups se positionnent et que toi, en tant que marque franchisée, tu n'arrives pas à te positionner parce que tu ne joues pas le jeu, et ben derrière, forcément, tu as moins de trafic et les gens vont ailleurs et c'est la logique commerciale. Mais on les forme énormément à ça et à l'intérêt de ça. Parce qu'on le sait aujourd'hui, les demandes d'avis, t'en demandes 50, tu vas en avoir 5 qui vont être postées, quoi. Même si les 50 ont vécu un super moment, ça ennuie tout le monde de laisser un avis. Et en général, tu laisses plutôt un avis quand ça s'est hyper mal passé. Par contre, si on passe une mauvaise expérience, on va le poster tout de suite. Exactement. Là, c'est ça. Donc, le positif, nous, on va le chercher. Et derrière, on a des outils qui nous permettent justement de répondre et aussi de suivre tout ça et de montrer l'importance sur Google. Typiquement, plus tu vas répondre sur tes fiches Google My Business, derrière, plus tu vas être référencé. Donc, plus tu auras de trafic, plus de prise de rendez-vous. Enfin, tout est lié aujourd'hui. Et c'est la nouvelle bataille, on va dire, aujourd'hui. On leur a dit, voilà, la bataille pendant 2 ans, c'est les réseaux sociaux, la visibilité. Maintenant, votre nouveau combat, c'est les avis. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher ce que vous avez fait avant. Il faut continuer, mais il faut rajouter une couche en plus. Mais ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis au niveau des avis. J'avais écouté un podcast, je ne sais plus lequel c'est. Et en fait, il faudrait que je retrouve, j'essaierai de retrouver la référence. Il y a quelqu'un qui parlait de Jimmy Fairley, donc tu sais, la marque de lunettes. Et apparemment, les vendeurs, les conseillers seraient, auraient, je crois, des commissions, mais pas en fonction du nombre de ventes, mais en fonction du nombre d'avis que les clients en fait laisseraient sur l'enseigne, sur l'enseigne. Et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. J'avais pas réalisé à quel point le gros combat de demain des marques, ça serait vraiment les avis, quoi. Ça permet de te positionner. Et alors, tu vois, nous, on n'est pas partisans de... tu as beaucoup de marques maintenant qui t'envoient un mail, laissez un avis et je vous file 10 balles de remise sur votre prochain achat ou autre. Nous, on n'est pas partisans de fonctionner comme ça. Parce que du coup... Même si tu as vécu une expérience moyenne, tu dis je vais prendre ce qui me donne le cadeau. Du coup, c'est un peu faussé. Non, mais peut-être inciter vraiment les coiffeurs pour qu'ils essayent de dire aux clients. Voilà. C'est ça. Nous, ce qu'on leur dit, c'est profiter de ce moment où vous avez la cliente entre les mains parce qu'elle est en train de vivre un super moment. C'est là où justement vous discutez avec elle ou autre, et puis à un moment, si vous passez un super moment, laissez-nous un petit avis. Nous, on met en place justement pour récolter ça des challenges au sein des salons. On explique au manager comment il peut mettre ça en place. Et aujourd'hui, il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est que 90% dans certains salons, 90% des nouvelles clientes, elles viennent et elles prennent rendez-vous avec un coiffeur, donc elles ne connaissent pas le salon.
elles ont lu les avis et elles disent, dans la prise de rendez-vous en ligne, moi je veux un rendez-vous avec Paul parce qu'il a eu, 55 avis hyper positifs, donc je pense que c'est le coloriste qu'il me faut. Mais c'est au chiffre de 90% des nouvelles clientes qui viennent et prennent rendez-vous avec quelqu'un. Il est juste hallucinant et il fait vraiment prendre conscience aux franchisés et aux salons de l'importance et de l'intérêt d'avoir ces avis-là. Et c'est ça qui est important et qui permet de faire la différence aujourd'hui, parce que si tu n'es pas dessus, d'abord Google, on connaît sa part de marché en France. Si tu joues pas le jeu de Google, on te trouve nulle part, et que si c'est pas toi, c'est l'indépendant ou c'est l'autre franchise qui va venir derrière se positionner. Quand on s'était vu du coup une première fois, t'avais dit un truc qui était hyper intéressant, c'est que chez le groupe de Sange, vous avez beaucoup de chance, c'est que vous récoltez très facilement les numéros de téléphone. Est-ce que tu pourrais expliquer ce petit point ? Parce que je trouve ça hyper intéressant. Alors, c'était en effet une chance avant la mise en place de la RGPD, parce qu'aujourd'hui, la cliente, elle, forcément, on a beaucoup plus de 06 que d'email. Pourquoi ? Parce que s'il y a un problème avec le coiffeur, on sait qu'il est malade, donc il ne pourra pas être là. Donc on va appeler la cliente pour lui dire « Désolé madame, Paul ne sera pas là. Par contre, un tel va s'occuper de vous. Est-ce que ça vous dérange ?» Donc ça, l'idée, c'était d'abord, avant la RGPD, de se dire « Voilà, on va pouvoir aussi exploiter ça plus facilement et envoyer de la com personnalisée. » RGPD est arrivé. Ça a été assez compliqué à mettre en place chez nous. On a perdu énormément aussi alors pas de données, mais on n'a plus le droit d'exploiter une partie des données. L'intérêt, c'est que toutes les clientes qui ont accepté, qui ont dit oui, derrière, on sait que quand on envoie un truc personnalisé, un message personnalisé, le retour il est juste tout de suite efficace et derrière héroïste. Donc ça, c'est intéressant. Je dirais que c'est le seul avantage de la RGPD, ça permet de cleaner un peu les bases et du coup d'avoir vraiment des retours beaucoup plus optimisés et beaucoup plus importants. Donc nous, on a toute cette donnée-là. Et derrière, bien entendu, c'est est-ce que vous acceptez de recevoir les informations non pas du groupe, parce que là, tu vas dire non, et tu te dis c'est ce que tout le monde va recevoir, mais par contre, les actualités du salon, les offres du salon ou autre. Et là, la cliente, en général, elle va dire oui, il n'y a pas de souci. Mais si jamais, à un moment, tu déconnes et que tu envoies une info qui n'est pas liée au salon, mais plutôt au groupe, très rapidement, et on l'a vu, et la cliente a dit « Moi, je veux plus, j'accepte plus de recevoir. J'ai demandé de l'info personnalisée. Vous m'envoyez de l'info que tout le monde a, ça m'intéresse pas. » Et ça rejoint un peu ce qu'on disait aujourd'hui, même si beaucoup de marques sont en train de passer en marketing automation, personnalisation au maximum. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'avant, on faisait du marketing de masse. On se disait c'est super, on a des bases d'1 million, on envoie 1 million, et derrière... peu importe le résultat, mais voilà, on sait que ça fonctionnera et c'était plus j'envoie. Aujourd'hui, j'envoie et je personnalise et du coup, le retour est beaucoup plus efficace. Donc, c'est ça qui est vraiment la différence par rapport à avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut exploiter n'importe quel 06. C'est que la cliente, elle est devenue aussi, grâce à la RGPD, ça a été très compliqué, mais... à expliquer aux clients, mais par contre on en a pas mal qui nous disent moi je veux plus que mes données soient exploitées, je veux que vous supprimiez mon compte sur l'e-commerce, je veux plus rien recevoir de votre part. Donc c'est intéressant parce que les clients ont pris en compte le fait que leurs données, alors nous dans le marketing on le sait très bien, mais tu laisses des traces de partout sur Internet, sur ton mobile. La cliente lambda, elle ne le savait pas forcément. Maintenant, elle en a pris conscience. Et du coup, elle fait attention, un peu plus attention, justement, à ses données. Sauf qu'elle est sur Facebook et elle va faire n'importe quoi sur Facebook et elle ne se doute pas de ce qui se passe derrière. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. Mais dans l'univers du luxe, nous, on est vraiment hyper réglo là-dessus. Et on fait très attention à ça pour, justement, garder cette relation personnalisée. Ok. Juste pour le numéro de téléphone, ce qui est quand même, je trouve, quand même une prouesse parce que en tant que cliente, on ne donne pas son numéro de téléphone aussi facilement. Non. Donc du coup, ce qui vous permet vraiment d'avoir un lien très direct en fait avec les clients, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de marques. Exactement. Et aujourd'hui, tu vois, t'as beau donner ton téléphone à des marques, bien souvent c'est des SMS. Donc
avec 3 lignes de texte et éventuellement un lien, et voilà, donc pas super sexy. Nous, l'intérêt, quand on a mis en place le programme Wallet, c'est qu'aujourd'hui, on utilise les push. Si tu as ajouté ton pass Wallet, du coup, déjà, c'est un truc beaucoup plus sexy avec la marque, avec les visuels de chaque collection qui sont mis en avant. C'est une carte, donc c'est beaucoup plus joli qu'un SMS. Et derrière, tu as plein d'utilisations possibles. Donc, c'est un push et puis un SMS, donc déjà, c'est moins intrusif. C'est de la géolocalisation. Donc, quand tu arrives sur ton portable, tu as bienvenue Swikina parce qu'on t'a détecté et que toi, tu as accepté, bien entendu, d'être géolocalisé. Mais c'est l'intérêt de Wallet aussi. Donc, on utilise vraiment, nous, l'hyper-personnalisation, aussi bien dans le marketing, dans l'offre, bien sûr, mais également dans les outils qu'on va utiliser pour essayer de se démarquer, justement, des milliers de SMS et les soldes et les ventes privées, c'est en ce moment et c'est un enfer parce que t'en peux plus. T'as beau envoyer des stop SMS, les mecs te relancent. Voilà, donc après, chacun fait comme il veut ou comme il peut. Nous, on essaye de faire très attention à ça et parce qu'on est justement dans cet univers luxe. Ouais. Du coup, j'aimerais bien qu'on aille, qu'on discute du luxe, un peu plus en général. Donc la première fois du coup que je t'avais vu, je t'avais posé une question qui était est-ce que la digitalisation des marques de luxe, est-ce que la question de la digitalisation des marques de luxe se posait encore? Moi, c'est pas vraiment la question maintenant que je veux te poser parce que au final, voilà, avec du recul, j'ai bien l'impression que non. C'est une question qui se pose plus. Par contre, j'ai cette impression, c'est que la brique e-commerce. J'ai l'impression que c'est l'étape la plus difficile pour une marque de luxe à franchir. Alors bien évidemment, je ne parle pas quand on est une marque comme Desange où c'est vraiment de la prestation de service, puisqu'en soi, c'est un peu compliqué de vendre une coiffure sur Internet. Moi, je te parle vraiment de la vente de produits physiques. Est-ce que toi, tu as un avis à donner là-dessus, sur vraiment cette brique e-commerce, cette étape de vendre en fait sur Internet, où des fois, on pourrait se poser des questions. Est-ce que vendre un produit qui coûte très cher, etc., sur Internet, est-ce que c'est pas un petit peu, un petit peu enlevé un petit peu du côté luxueux de cette relation qu'il y a avec le vendeur, etc. Est-ce que toi, tu as un avis à donner là-dessus ? Si tu regardes un petit peu l'évolution, c'est que toutes les marques de luxe, donc qui vendent des produits, que ce soit Chanel, Hermès, Vuitton, Rolex ou d'autres, elles ont au début... elles ont été présentes sur le digital via justement du storytelling. C'est-à-dire qu'elles créent vraiment des trucs de fou. On avait pris cet exemple, mais qui pour moi reste emblématique, de Cartier et de son film. Là, tu as du rêve, là, tu as du storytelling. C'est des films qui coûtent $1,5 bras, mais qui derrière sont monstrueux et qui font rêver. Tu as d'abord eu, avant de se lancer, les marques sur l'e-commerce, parce qu'en effet, tu l'as très bien dit, tu as le discours qui est important et qui fait la différence aujourd'hui. Chez nous, c'est l'expertise, mais c'est aussi le discours d'accueil, mais le discours aussi pendant que tu te fais chouchouter dans nos salons. Ce discours-là, quand tu vends un produit, forcément, tu l'as plus. C'est-à-dire que tu as beau avoir le plus beau site e-commerce du monde, expérientiel, parfois vraiment très très loin des codes habituels de l'e-commerce. Tu vas te dire, si tu es fan de la marque et que tu achètes de toute façon, il n'y a pas de souci parce que tu habites dans une ville où tu n'as pas un magasin Chanel ou un magasin Vuitton, donc tu dis je vais commander. Voilà. Mais si tu regardes bien, c'est d'abord des plateformes qui sont arrivées, des sortes de marketplace qui vendaient quelques produits comme ça, de luxe. Ensuite, les marques se sont dit ça marche plutôt bien. Tu as des groupes comme LVMH, Kering et autres qui sont arrivés, qui ont dit moi je vais aussi monter d'abord ma marketplace pour regrouper tous mes produits de luxe. Mais derrière, si tu regardes ces évolutions, c'est qu'elles ont fait des sites, mais avec une expérience et un storytelling qui est assez impressionnant. Et derrière, elles ont réussi à passer, alors pas toutes, mais le cap de l'omnicanalité. C'est-à-dire que tu vas d'abord sur le site parce que tu cherches une paire de chaussures ou les montres. Et je prends souvent cet exemple parce que moi, je suis un passionné de montres, d'horlogerie. Avant, personne ne vendait des montres. Tu avais Swatch qui vendait, mais Tissot, des petites marques, mais jamais Rolex ou Richard Mille ou autres ne vendaient en ligne. Désormais, tu peux acheter chez Jaeger-LeCoultre ta montre à 150 000 €, tu peux la payer en ligne. Donc le gap, il a été franchi. Et pourquoi ? Parce que les gens, je pense qu'ils viennent d'abord se renseigner.
c'est là où on parlait de l'écoute tout à l'heure, c'est hyper important parce que tu dois être capable de détecter une intention d'achat sur le web. Parce qu'on va écouter ce que tu dis. Tu dis, mon rêve, c'est d'avoir tel modèle de chez Gégère-Lecoutre. Nous, on est capable de marketeurs de détecter tout ça et du coup d'anticiper un peu, de dire, venez vivre, découvrir la montre dans notre pop-up store, ok. Et puis après, ok, vous voulez pas l'acheter tout de suite, pas de problème, vous pouvez aller sur le shop. Et c'est là où tu as l'expérience qui est créée. Et l'évolution, elle est vraiment intéressante parce que dans la digitalisation des marques de luxe, tu as eu d'abord l'univers storytelling. Ensuite, dans le prêt-à-porter, tu as eu justement comment on va exploiter les réseaux sociaux, les nouveaux réseaux sociaux. C'était un peu la guerre de je serai le premier sur Snapchat, je serai le premier à faire du périscope, des lives en direct de mes défilés. Mais en même temps, je peux aussi apporter une nouvelle brique. C'est-à-dire que ce que tu vois, tu peux déjà le précommander en direct parce que Facebook le permet ou d'autres outils le permettent. Et puis aujourd'hui, on se dit l'e-commerce, c'est quand même pas mal parce que c'est des ventes qu'on ne fera pas. Mais derrière, à chaque fois, tu as un accompagnement et un vrai univers expérientiel. C'est-à-dire que tu as beau acheter un produit chez Vuitton ou chez Hermès sur le net, mais derrière, on va t'inviter aux avant-premières dans les boutiques pour justement que tu découvres cette expérience si tu n'es jamais venu dans une boutique de luxe. Donc c'est ça, l'évolution, elle est vraiment là. Et le discours, là où les marques de luxe disaient moi, je ne veux pas aller sur le digital parce que j'ai peur que mon discours, nous, on forme des collaborateurs à expliquer l'univers, le storytelling, mais sur le digital, elle arrive sur le site, elle ne va pas lire, elle va voir le produit et peut-être l'acheter ou pas, ou surtout le comparer pour voir si elle ne peut pas le trouver moins cher. Mais aujourd'hui, ça a pas mal évolué et tu as énormément d'outils. Tu as des chats, tu as les consos qui parlent à la place du service client et ça, c'est vraiment une évolution assez intéressante du digital et de l'e-commerce, je pense. Y a des marques de luxe, je pense notamment à de la maroquinerie de luxe, qui se refusent de vendre sur Internet encore et qui ont des sites qui datent, je pense, de la fin des années 90. Est-ce que tu penses que toi, c'est une erreur ? Je pense qu'il faut pas monter un site e-commerce juste pour dire je vais faire de l'e-commerce parce que tout le monde en fait. Si tu n'as pas justement une vraie approche et expérientielle sur ce site e-commerce, c'est-à-dire d'apporter des services complémentaires et d'avoir un storytelling adapté, c'est-à-dire de ne pas faire un copier-coller, mais de l'adapter au digital avec des mots simples, des belles images, des belles vidéos et tout un univers, une plateforme de marque, je pense que ça vaut pas le coup. Après, tu as ce discours de je veux pas y aller parce que j'ai peur que mon produit soit du coup accessible à tout le monde et la démocratisation du luxe, c'est pas quand tu es un artisan maroquinier que tu vends vraiment, tu produis, j'en sais rien, 10 ou 50 produits par an, tu n'as pas envie justement qu'ils soient accessibles en un clic, mais tu as envie d'expliquer toi comment tu l'as fabriqué, de l'expérience. Et ça, en effet, tu l'as que justement dans la boutique ou dans l'atelier de la personne. Et c'est, je pense, aussi intéressant parce que sur ces petites marques, mais quand je dis petites, c'est pas péjoratif, c'est tu as envie de partager encore plus, je pense, qu'un Vuitton ou un Chanel qui vend partout à travers le monde. Toi, quand tu as produit un sac ou un portefeuille ou un sac à dos, tu as envie d'expliquer justement toute la démarche, d'où vient la peau, comment tu as fait, le temps que tu as passé et tout ce que tu as pu faire sur ce sac. Donc, t'as vraiment, c'est une vraie passion. Donc, c'est important et je pense que c'est là la différence. C'est comment pouvoir retranscrire l'expérience que toi, tu as faite pour construire justement ce produit auprès de la clientèle. C'est ça le plus dur. Et tu as des marques qui l'ont très bien fait, d'autres pas terribles, quoi. Mais c'est lié au fait aussi, j'appartiens à un groupe, je suis une énorme marque et je vends à travers le monde où je suis un peu plus petit. Mais derrière, tu vois, le discours, il est intéressant parce que c'est pas parce que tu es une petite marque et que tu produis 50 produits par an que derrière, tu ne dois pas être sur le digital parce que justement, tu as une communauté intéressante à créer sur le digital. Tu as des échanges que tu peux avoir avec tes clients sur le digital, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas d'ailleurs, ou sur le site. Mais c'est là où tu as une vraie expérience qui est en train de se créer et tu as des vrais retours aussi. Toi, tu es content, quelqu'un qui a mis 1500 € dans un sac ou 2000 €,
tu dis voilà, c'est quelqu'un qui alors soit a les moyens, qui achète comme ça, ou par contre qui a pris le temps d'économiser parce qu'il rêvait d'acheter ce sac de telle marque de luxe, et derrière toi tu as envie justement de lui donner ça et de le suivre aussi, de prendre des nouvelles un peu de comment son cuir évolue, et ça c'est intéressant, et c'est un parallèle alors tu vas dire je suis très chiant avec ça, mais c'est l'horlogerie, parce que tu vois quand tu achètes une vraie montre, d'abord tu dois aller la faire réviser, mais tu as mis les moyens aussi pour acheter cette montre, donc tu es content que la marque t'invite aux évolutions et puis prenne des nouvelles justement de ta montre, t'invite à dire ça va, le bracelet tient toujours. C'est intéressant et c'est important, et c'est ce qui fait pour moi l'ADN d'une marque justement, c'est la relation qu'elle peut avoir avec ses clients. Ok. Là du coup on va passer, on va parler de marques qui, pour elles, ne se posent pas du tout la question d'être ou pas sur le digital, parce qu'en fait, elles naissent en fait, grâce à ça. Donc, c'est ce qu'on appelle les DNVB, donc Digital Native Vertical Brands. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ce que c'est qu'une DNVB pour les auditeurs ? Et puis du coup, moi j'ai une autre question, donc une deuxième question, c'est est-ce qu'une DNVB peut être en fait une marque de luxe ? Voilà, donc si tu pouvais y répondre. Alors comme tu as dit, les DNVB, et ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est que c'est des marques qui n'ont pas de point de vente physique. Elles vont se créer, et bien souvent d'ailleurs tu le vois, c'est-à-dire que tu as une idée, tu crées ta marque, tu essayes de fédérer une communauté autour, et les réseaux sociaux pour ça c'est génial. Ensuite tu dis j'ai échangé avec des clients potentiels, je vais peut-être aller sur du crowdfunding pour justement faire connaître et en même temps développer aussi ma communauté, puisque tu as ce côté un petit peu élite, c'est-à-dire que tu vas mettre 50 € ou 500 €, tu n'auras pas le même positionnement. Donc déjà, tu vois, tu peux, au niveau de ta communauté aussi, créer différentes strates et donc différents clients avec qui tu peux parler. Et du coup, le vrai intérêt d'une DNVB, c'est que ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens au départ, donc il faut réfléchir sur comment je vais pouvoir me faire connaître, comment je vais pouvoir communiquer auprès de ma future cible, et du coup être en marketing, on appelle ça du growth marketing, c'est-à-dire d'aller chercher justement plein de nouvelles idées pour aller développer justement la visibilité, que ça sorte un petit peu de l'ordinaire, et c'est comme ça que tu vas te faire repérer pour ensuite potentiellement arriver à ouvrir le premier pop-up store éphémère sur lequel tu vas créer un événement avec ta communauté, avec quelques influenceurs. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, n'importe quelle DNVB, une DNVB peut être une marque de luxe. Elle le sera au départ peut-être dans son positionnement. Elle va dire, voilà, moi je vais faire des maillots de bain qui coûtent 300 balles, mais derrière, donc je vais me positionner dans un certain niveau, mais derrière, toute la communauté, il va falloir que je sois bon aussi. Et c'est là où c'est pas facile, c'est que quand tu es une DNVB, il y a énormément de choses à faire sur le digital, et c'est l'intérêt aussi, c'est que ça te permet d'ouvrir un potentiel monstrueux, parce que c'est des outils bien souvent gratuits. Si tu penses justement à des petites stratégies marketing pour te faire connaître, ça peut très bien fonctionner, et du coup après ça peut très vite prendre. Donc c'est ça qui est intéressant et qui permet justement d'aller créer des marques pour ensuite évoluer. Là où c'est compliqué, c'est quand la DNVB devient une vraie marque, entre guillemets, au sens physique du terme, c'est-à-dire commence à avoir des magasins en physique et puis des pop-up stores éphémères. C'est là où il ne faut pas que tu perdes ton ADN, parce que justement toute la communauté, tout ce que tu as réussi à faire, et si tu es arrivé là, c'est grâce à ta communauté, grâce à tes clients bien entendu, mais c'est eux qui t'ont porté en même temps que bien sûr toi tu as porté le projet. Donc il ne faut pas perdre l'ADN, et c'est là où parfois tu as des marques qui font le mauvais switch et qui du coup perdent cette notion de petite marque, mais ou qui se font racheter. Le dernier exemple en date que j'aime bien, alors c'est pas vraiment une DNVB mais quand même, mais c'est Michel et Augustin, tu sais, qui
qui vient de se faire acheter par Danone. Et pour moi, l'enjeu principal, pour eux, ça va être justement de ne pas passer de garder l'ADN de Michel et Augustin qui ont toujours un super marketing et qui ont toujours été très novateurs pour mettre en avant leurs produits, pour commercialiser leurs produits, et puis l'ADN même de Michel et Augustin. Maintenant qu'ils sont chez Danone, voilà, comment ça va évoluer, même si le discours, bien entendu, est très corporate au début. Je serais curieux de voir dans 2-3 ans comment cette marque, justement, elle a réussi à garder son ADN original et originel de Michel et Augustin et de ne pas passer d'une marque parmi 12 700 chez Danone, quoi. Après, Danone, ils sont conscients que ce qui a fait la réussite de Michel et Augustin, c'est justement cet ADN. Donc s'ils sont je pense, assez intelligents, je pense qu'ils ils vont garder ça, mais... j'espère quand même pour eux, oui. On espère tous, parce que voilà, c'est après, super. Après, c'est vrai que quand on rentre dans un groupe, il y a une certaine stratégie de groupe, et c'est vrai qu'après, c'est compliqué, oui. C'est sûr. Du coup, on va passer un petit peu donc, aux questions de la fin. Oui, donc du coup, j'aimerais bien qu'on aborde donc, une question qui est très subjective. C'est quoi le luxe pour toi? Alors c'est très subjectif, ça peut être une question, on peut en parler pendant des heures, mais c'est vraiment pour avoir ton avis un petit peu en quelques mots, ton ressenti, etc. Alors pour moi le luxe, il est basé sur l'expérience. C'est-à-dire que le luxe, que ce soit dans tous les domaines, je pense que c'est d'abord une marque doit apporter une expérience différenciante. Justement, c'est pas forcément parce que tu es 10 fois, 50 fois plus cher que une autre marque, mais c'est l'expérience que tu vas faire vivre à ton client ou à ta cliente. Et du coup, c'est l'accompagnement, l'expérience et le suivi, justement, parce que quand tu achètes un produit de luxe, soit tu t'es saigné, entre guillemets, pour l'acheter, et tu sais que potentiellement, on peut comparer ça un peu à nos services, c'est-à-dire que nous, le plus dur, c'est de faire venir la cliente chez nous pour qu'elle découvre l'univers de Sange, mais ensuite qu'elle revienne derrière. Et à la deuxième visite et la troisième visite. On a des outils marketing, mais ça n'est pas que ça. C'est l'expérience que tu vas vivre dans le salon qui fera la différence, qui va dire, ah ouais, c'est clair que de me faire couper les cheveux ou de me faire un balayage ou une colo chez De Sange, ça n'a rien à voir, c'est génial, c'est bon, c'est devenu mon coiffeur ou autre. Donc pour moi, le luxe, c'est vraiment l'expérience que ça peut t'apporter, et puis le suivi. On parlait de la relation client, c'est vraiment ça qui est important, parce que tu te donnes les moyens d'acheter un produit qui est assez coûteux en général, mais c'est lié au luxe parce que derrière tu as un vrai savoir-faire qui fait la différence aussi, et derrière il faut que tu puisses toi sentir que la marque, t'es pas juste un acheteur lambda, mais que derrière, elle te suive, elle te fasse des propositions, que derrière, et on parle pas forcément d'offres marketing, hein, mais des propositions d'événements. Tu vois, venez au bon marché parce qu'on a un événement en ce moment en avant-première. C'est toujours le luxe, il est lié à l'expérience, mais aussi à l'exclusivité. C'est-à-dire qu'on va t'offrir quelque chose que personne d'autre ne peut avoir, et c'est pas forcément un produit, mais tu vois, une invitation Chanel, si tu peux être invité sur un défilé parce que tu dépenses X millions d'euros dans les robes ou dans les produits, ça paraît peut-être basique, mais c'est quand même hyper intéressant, et c'est lié aussi au storytelling de la marque. Donc pour moi, le luxe, c'est vraiment l'expérience et la relation que tu peux avoir avec le client pour justement créer quelque chose qu'une autre marque ne sera pas capable de faire, et pour qui tu es un acheteur lambda, donc aucun intérêt, et ce qu'on va t'envoyer, c'est juste des offres lambda pour dire allez, viens racheter un produit et basta. Là tu as une vraie expérience, et c'est un savoir-faire, mais c'est d'abord pour moi le luxe, c'est une expérience, ouais. Et c'est d'apporter du rêve justement par le biais de l'expérience ou du storytelling. Ok, donc en fait tu rejoins totalement Laurent Faure, en fait, qui est un invité, que j'ai interviewé dans le podcast. C'est le deuxième épisode, et justement donc lui il a eu l'opportunité de travailler chez LVMH en tant que vendeur. Il s'occupait des clients VIP, et il expliquait que pour les meilleurs clients, ils organisaient des expériences absolument incroyables au sein du magasin. Et du coup, ça rejoint totalement en fait ce que tu disais. C'est vraiment l'expérience au
au cœur de la vente, au cœur de tout en fait. C'est pour moi ce qui fait la différence. Et pour le transposer un petit peu au salon de coiffure, chez Desange, typiquement, quand on a 2 collections de coiffure par an, une printemps-été, une automne-hiver, et tu as beaucoup de salons qui organisent justement pour les top clients qui viennent 10 fois par an, ce qui est énorme. En moyenne, c'est 4 fois par an, 4 à 5 visites en moyenne par an. Mais tu as des clients qui sont là tous les mois, régulièrement pour faire pas mal de prestations. Et bien, il y a un événement qui est organisé le soir, en semaine, avec un petit cocktail pour présenter justement la collection. Et puis là, tu as une vraie relation parce que la cliente, bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, elle est liée à son coiffeur. Mais en même temps, là, elle se rend compte qu'il y a aussi un univers de marque. C'est un univers, un salon Desange, qui est différenciant. C'est la beauté globale. Donc, Desange, tu penses d'abord à la coiffure, mais c'est aussi de la manucure, c'est aussi un soin des soins du cheveu. Nous, on a inventé le spa du cheveu, qui est vraiment une expérience phénoménale, et je t'invite à le faire à l'occasion si tu peux, parce que c'est vraiment génial. Donc, c'est vraiment lié à ça. Il y a l'événement qui fait la différence, et les clientes, elles adorent. Et c'est là aussi où, justement, on leur dit... Typiquement, ça c'est du local content. Filmer, interviewer vos clientes pour avoir des retours en live et publier sur vos réseaux pour inciter aussi d'autres clientes à se dire waouh, si moi je viens un peu plus, peut-être que je serai invité. Il faut savoir faire rêver et donner envie aussi, parce que ça ne doit pas être accessible à tout le monde le luxe, mais il faut que derrière tu en rêves d'abord, que tu fasses le nécessaire pour y accéder, et qu'une fois que tu l'as, voilà, ça y est, t'es rentré. Donc si t'es déçu, t'achètes une super bagnole, une Aston Martin ou autre, et puis voilà, le vendeur il dit basta, il t'invite jamais aux événements, que ce soit aux 24 heures du Mans ou autre. Je vais dire, c'est sympa, mais j'ai payé un bras et derrière j'ai rien, quoi. L'expérience, elle est pas terrible. Et c'est lié à l'expérience, je pense. D'accord. Ce que tu dis là sur l'expérience, ça me fait penser à... J'ai entendu parler en fait dans une maison donc, de luxe en maroquinerie. Il y a une cliente qui a acheté un sac à 40 000 €. Et donc on lui a donné le sac et c'est tout. Et c'était une cliente belge. Et du coup elle a dit, il n'y a pas de bubule. Parce que forcément en fait elle attendait, je veux dire, une coupe de champagne. Ce qui est normal en fait. Bien sûr, qui est normal. Mais du coup, j'ai trouvé ça assez drôle. Ouais. Mais tu vois, elle était en attente justement d'une expérience. Elle s'est dit, alors peut-être qu'on achète tous les 3 mois des sacs à 40 000, j'en sais rien, mais en tout cas, elle attendait une expérience. Et là, en effet, ouais, le magasin n'a pas réussi justement à se dire, peut-être qu'elle va se dire, moi je vais plus chez telle marque, mais je vais aller chez les autres parce qu'eux, ils m'accueillent vraiment à bras ouverts, quoi. Ok, alors du coup on va passer à la question de la fin, qui est la question que je pose à tous mes invités. Donc en fait c'est une question sur le management. Donc parce qu'en fait c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc normalement la question que je pose, c'est quels sont les critères pour toi pour être un bon manager. Donc déjà c'est une question qui est très subjective. Moi ce qui m'intéresse dans cette question-là, c'est toi, au bout d'un certain nombre d'années d'expérience professionnelle, que ce soit dans le luxe ou autre, quels sont en fait les outils à mettre en place en tant que manager ou tout simplement en tant que chef d'équipe, etc., pour vraiment faire en sorte de construire un environnement de travail qui soit agréable pour les collaborateurs, pour les gens avec lesquels tu travailles, pour vraiment que les interactions sociales entre les gens qui travaillent dans une même entreprise soient agréables pour pouvoir du coup délivrer le meilleur travail qui soit. Donc moi c'est vraiment en fait un sujet qui m'intéresse, moi personnellement, et du coup j'en profite pour poser la question aux invités. Ouais, je pense qu'aujourd'hui le plus important quand tu manages une équipe, et ça a évolué, je te dis ça, mais moi ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis dans l'univers, en tout cas marketing, et que j'ai d'abord créé moi mon agence, donc tout de suite j'y étais justement dans ce bain-là. Je pense qu'il y a 2 éléments qui sont hyper importants. C'est la confiance que tu vas donner aux personnes qui travaillent avec toi. C'est leur accorder ta confiance, mais bien entendu, c'est pas que dans un sens, c'est dans l'autre. C'est-à-dire que eux aussi doivent aller chercher ta confiance pour justement devenir autonome et ne pas être tout le temps derrière à dire est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça. Mais
ok, il va être proactif, et l'autonomie va permettre, et la confiance vont permettre justement d'aller chercher aussi sur des projets, d'aller un peu plus loin, vraiment de se démarquer aussi. Et puis c'est également un esprit d'équipe qui est pas facile à créer, mais qui est lié en même temps un petit peu à la confiance et à l'autonomie. C'est-à-dire que moi, je reste partisan, et dans le digital peut-être un peu plus, mais parce que quand moi j'ai commencé, il n'y avait aucune formation, tu vois, c'était du marketing et de la communication, mais il n'y avait pas de formation marketing digital. Pour moi, le plus important, c'est pas la formation, parce que c'est pas les diplômes, mais c'est ce que tu es capable de délivrer et de comment tu es capable de le délivrer. C'est-à-dire, quelle est ta réflexion pour aller justement délivrer un projet, pour mener à bien ton projet? Peu importe, tu vois, je suis pas, t'es là à 9h, tu pars à 18h, je m'en fous. Tu peux arriver, entre guillemets, tu fais tes heures, si tu veux. Le principal, c'est que le projet puisse avancer et qu'on puisse avancer ensemble. Et puis derrière, c'est aussi, quand tu bosses sur un projet d'équipe, c'est derrière, quand ce projet est sorti, quand nous on parle de mise en prod, tu vois, de site ou de projet marketing, c'est de se dire, purée, ça y est, on l'a fait. C'est cool, bravo à tous. Maintenant, on peut aller fêter ça dignement et passer à un nouveau projet et continuer. Et à chaque fois que tu vas avancer comme ça, la confiance, elle va évoluer et du coup, tu vas pouvoir, je vais pas dire exploiter parce que c'est pas le terme, mais aller encore plus loin avec tes équipes. Et parce que d'abord, elles savent que toi, tu donnes autant qu'eux, voire beaucoup plus, parce que forcément, tu as en plus de tes missions l'équipe à manager. Donc, tu es capable et de créer une certaine finalement ambiance permet justement d'aller encore plus loin avec tes équipes. C'est pas toujours facile. Parfois c'est des très beaux discours, mais sur le terrain c'est très différent. Mais moi en tout cas je fonctionne vachement comme ça, à l'autonomie, à la confiance. Et une fois que tu as gagné ma confiance et que tu es capable tu m'as montré sur un projet que tu étais capable de faire le truc de A à Z, derrière ça y est quoi, tu vas confier des projets de plus en plus importants et du coup évoluer. Et même toi, à titre personnel, ça te permet d'avancer. Moi, je pense qu'un manager, c'est quelqu'un qui doit forcément élever, enseigner, apprendre. Mais tu dois aussi, moi, je suis vachement à l'écoute. C'est-à-dire que tu ne sais pas tout sur tout et que du coup, tes équipes, elles t'apprennent énormément, aussi bien dans les relations humaines que dans certains domaines, parce que tu ne peux pas tout maîtriser. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ton équipe, elle est capable de te suivre dans tous les projets, même si parfois... il faut bosser comme des tarés, faire des charrettes, des trucs comme ça. Mais ça permet vraiment d'aller très loin et du coup d'avancer ensemble sur des projets. Merci beaucoup, Grégory. Si on veut te joindre, si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut le faire ? Twitter, sur Twitter et sur LinkedIn. Tu mettras peut-être les trucs. Oui, je mettrai parce que j'y suis maintenant pas mal. J'ai un blog du podcast. Super, bravo. Belle évolution en tout cas. Et merci en tout cas pour ce podcast qui était top. Merci beaucoup. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a plu et j'en suis ravie. N'hésitez pas à suivre le podcast sur votre application d'écoute, à y laisser un petit commentaire ou un mot doux et surtout à le partager autour de vous. Ça m'aide énormément pour la poursuite de ce projet et ça m'encourage beaucoup. Si vous avez des questions ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram @luxe et artisanat tout attaché. Je publie des photos qui illustrent les épisodes. Vous pouvez également me contacter sur LinkedIn à Soukaina Gutiérrez. Après toutes ces informations pratiques, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Luxe et Artisanat.